C'est parti pour l'enregistrement. Voilà. Donc, je vais vous inviter à fermer votre micro pendant la présentation, juste pour pas qu'on ait de son pendant la présentation. Puis après chaque bloc, je vais vous demander s'il y a des questions. Et à ce moment-là, vous pourrez utiliser le chat ou le micro là, pour me poser vos questions. Fait que je vais présenter le bloc. Après ça, j'ouvre une période de questions. Après ça, on fait la même chose pour le bloc qui suit. Est-ce que ça va pour tout de suite? Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Comme vous avez vu, ce matin, je suis seul à l'animation. Fait que soyez indulgents avec moi, ne serait-ce que si vous écrivez dans le chat ou j'ai tout ouvert sur mes écrans, mais ça se peut que j'ai besoin de temps pour m'assurer d'avoir passé toutes vos questions. Donc, voilà. On se donne environ 1 heure jusqu'à 10 heures pour la présentation. Si je me fie aux autres années, c'était plutôt 30-40 minutes, mais en même temps, je veux qu'on prenne bien le temps là, de tout regarder. Est-ce que vous avez avec vous votre formulaire? Pas loin? Oui, parfait. Est-ce qu'il y en a qui ne l'ont pas? Parce que je peux vous le partager dans le chat en cas de besoin. Non, ça va, ça semble tout le monde là. OK. Je vais vous partager quand même un outil. Vous l'avez reçu déjà par la Troquelle. Dans un courriel le 15 décembre, on vous a envoyé les tableaux avec les seuils planchers corrigés et il y avait à ce moment-là un document qui, ça ne sera pas bien long, j'essaie de faire 2 choses en même temps. Il y a un document qui s'appelle « Outils », puis c'est vraiment dans le but de vous aider à remplir le formulaire. Des fois, si vous avez des questions, il s'appelle « Outils PSOC 2023 ». Je vais juste vous le partager dans le chat parce qu'il peut vraiment vous aider à répondre si vous avez des questions là, plus précises là, par rapport aux éléments, entre autres, des condamnations. Donc, je vais vous le mettre dans le chat. Et voilà. Et pour les personnes qui l'écoutent en différé, l'outil est dans le courriel dans lequel vous avez reçu le lien là, pour écouter la présentation. Donc, je partage l'écran. Donc, si tout va bien, vous devriez voir le formulaire. Est-ce que c'est ce que vous voyez à l'écran? Génial. Donc, assurez-vous d'avoir bien le formulaire du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Nodière. Pas vraiment de raison que vous ayez une autre région ou à moins que vous ayez celui du ministère du Québec, mais je vous conseille là, de vous assurer de bien avoir celui de la Nodière. J'en profite pour vous rappeler que vous avez jusqu'à vendredi prochain, le 21 janvier, pour faire parvenir votre formulaire. Et c'est par courriel psoc.sislan@ssss.gouv.qc.ca pour le faire parvenir. Et bien qu'on le demande depuis au moins l'année passée, peut-être même l'année d'avant, on ne reçoit pas d'accusé de réception qui dit qu'ils ont reçu le courriel. Fait que moi, ce que je vous propose, dans votre outil de messagerie, cochez l'option d'accusé de réception. Au moins, vous n'aurez pas un courriel du 6 qui vous dit « Merci, on a reçu votre formulaire », mais vous allez vous assurer qu'il se soit bien rendu dans la boîte courriel avec, dans le fond, l'outil de messagerie que vous utilisez. Si on part dans le formulaire, assurez-vous du formulaire de la bonne année 2022-2023. Je sais que c'est banal, mais en même temps, ça va faciliter. Puis vous serez sûr de ne pas recevoir un courriel du 6 qui dit « Vous ne nous avez pas envoyé le bon formulaire juste sur une question annuelle ». N'oubliez pas d'écrire le nom de l'organisme en haut du formulaire. Et là, ensuite, on tombe là, dans les coordonnées. Puis, c'est indiqué dans la petite case grise. Veuillez cocher si les renseignements fournis sont différents ou nouveaux par rapport à la dernière demande de soutien financier à la mission globale de l'organisme. Fait que si toutes les coordonnées
sont les mêmes que l'année d'avant, ben vous les remplissez quand même. Mais s'il y a une différence, s'il y a des changements dans ce bloc-là, vous devez cocher ici le petit carré. Fait qu'avez-vous changé d'adresse? Est-ce que le nom du président ou de la présidente a changé? Est-ce qu'il y a un téléphone, quelque chose? Bien, dès qu'il y a une différence entre le formulaire de l'année passée et celui-là, cochez ici qu'il y a une différence. Dans l'adresse électronique officielle, là, vous voyez, il y a comme une note de référence, une note de bas de page qui dit, et là, je vais y aller avec vous, indiquez une adresse électronique générique qui ne contient ni nom ni prénom. Si l'organisme n'en possède pas, veuillez faire les démarches appropriées pour en créer une afin d'assurer à l'organisme la réception des correspondances et des avis de paiement. Ça, c'est une directive ministérielle, c'est pas le CIS qui a inventé cette directive-là. C'est qu'au niveau du ministère, leur base de données avec les 4000 organismes, ils ne veulent pas avoir une adresse, exemple, annie.lesamandiers à commercial organismecommunautaire.com ou hélènefortin.aphprn à commercial aphprn. Puis là, je ne vous passerai pas tout de même. Là. Vous avez compris le concept? Parce que sinon, ça veut dire que le MES devrait changer à chaque fois qu'il y a un changement de personne. Fait que c'est l'idée d'avoir un courriel générique. Par exemple, à la Troquel, notre courriel générique, c'est troquel@troquel.org. Donc, peu importe qui reçoit les courriels, même si la personne change, le courriel, lui, arrive dans la même boîte tout simplement. Puis c'est vraiment une question de gestion de la base de données du ministère. Donc, si vous vous dites, oh ben moi, ça fait certains moments que j'envoie mon Nancy.jardin méandre à commercial organisme communautaire La Nodière, ben non, ça se peut qu'à un moment donné, il arrête de vous envoyer vos bordereaux de paiement et tout. Fait que régularisez ça le plus vite possible si vous avez une adresse nominale qu'on appelle, puis mettez-en une générique là, dès que possible. Voilà pour le bloc 1.1. Aussi, petite chose importante, nom de la présidente et du président. Bien évidemment, vous écrivez son nom. Et ensuite, téléphone, c'est écrit autre que celui de l'organisme. En fait, ça, c'est parce que s'il y a une situation urgente, là, et c'est arrivé par le passé, où des fois, le CIS a dû contacter la présidence, mais il y avait le numéro de l'organisme. Sauf que s'ils sont rendus à appeler directement le président ou la présidente, c'est qu'il n'y a personne qui répond à l'organisme. Fait que l'idée, c'est qu'il y ait au moins un deuxième numéro de téléphone. Puis c'est vraiment des situations particulières. Là. Ils ne vont pas se mettre à téléphoner aux présidences d'organismes pour le plaisir d'avoir de leurs nouvelles. C'est vraiment pour des situations urgentes à ce niveau-là. Même chose pour l'adresse électronique, une adresse électronique dans le fond, où le CIS peut rejoindre, dans le fond, la présidence de l'organisme dans une boîte courriel que le président va recevoir. Donc, portez attention à ce petit élément-là. Ensuite, en 1.2, des petites questions, mais quand même qui peuvent des fois poser un problème. La première, date des lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires les plus récentes, ça va. Dans le fond, vous prenez votre charte, vos lettres patentes, puis vous mettez la date de ce que vous avez de plus récent du document. Des fois, on reçoit des lettres patentes supplémentaires parce que vous avez changé la mission, parce que vous avez fait des changements dans les autres objets. Fait que vous mettez vraiment le document le plus récent, la date. Demandez-moi pourquoi ils ont mis un aussi gros carré pour juste une date. Je ne le sais pas. Je pense que c'était juste pour nous poser questionnement de faut-tu que je mette d'autres choses. Non, c'est vraiment écrit date des lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires. Il aurait pu épargner un peu de place. Ensuite, date de l'adoption par l'Assemblée générale des membres des règlements généraux en vigueur. Vous vous souvenez peut-être pas, mais dans la Convention PSOC, probablement un document qui a pris beaucoup de poussière. C'est un document de 2015-2018 qui est renouvelé à chaque année puis qu'on ne revoit pas vraiment. Là. En théorie, Scoop, on devrait en avoir une nouvelle au 1er avril cette année pour justement la dépoussiérer un petit peu. Mais dans la Convention PSOC, on demande de toujours faire parvenir les règlements généraux les plus à jour au CIS. Quand il n'y a pas de modification à vos règlements généraux, c'est parfait, vous n'avez pas besoin de l'envoyer. Du moment où vous faites des modifications à vos règlements généraux, ben, vous les faites parvenir au CIS, idéalement en même temps que la reddition de compte, donc plutôt quand vous envoyez votre rapport d'activité. Si vous ne l'avez pas fait,
en juin dernier ou selon votre année financière, c'est le temps de corriger la situation. Donc, mettez dans le fond la date où les règlements généraux ont été changés, là, la question 2, date de l'adoption par l'Assemblée générale des membres, puis envoyez la copie des règlements généraux à jour s'il y a eu des modifications. Donc, encore là, c'est juste une date qu'on demande. Et ensuite, le point 3, ça, c'est celui qui souvent vous pose le plus de questions. Dans la dernière année, est-ce qu'il y a eu une condamnation contre l'organisme ou une personne représentante de l'organisme? Je vais changer mon partage d'écran juste pour vous montrer l'outil PSOC. J'en profite pour souhaiter la bienvenue aux gens qui se sont joints à nous depuis le début du webinaire. Donc, je partage à l'écran ce document-là. Donc, vous voyez, ça s'appelle un outil pour votre formulaire PSOC 2022-2023. C'est bien ce que vous voyez? Parfait. On dirait qu'en 2022, je suis un peu rouillé. Cette semaine, je faisais des zooms puis les gens ne voyaient pas l'écran que je voulais. C'est pour ça que je vous le demande ce matin. Donc, je vous amène à la question 3 dans ce petit document-là. C'est le document que j'ai mis dans le chat ou que vous allez avoir là, dans vos courriels. C'est important de savoir ce que le MES veut dans cette question-là. Le MES, le 6, c'est dans le fond, est-ce qu'il y a eu une condamnation qui compromet ou fragilise la réalisation de la mission de votre organisme? C'est vraiment de s'assurer que, dans le fond, vous êtes en mesure de continuer à assurer la réalisation de votre mission. Puis, est-ce que les fonds publics ont été dépensés pour les activités de l'organisme ou est-ce que tout l'argent s'en va dans des frais d'avocat? On va s'entendre, là, c'est des situations particulièrement exceptionnelles, mais parfois, il y a des situations où il y a des condamnations qui fragilisent des organismes. On a entendu des histoires, des fois, un peu inquiétantes par rapport à ça. Donc, clairement, là, il faut que vous reteniez le mot condamnation. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une situation judiciaire qui a mené au fait qu'il y aura eu une condamnation. Donc, le nom de votre organisme, à côté, il était condamné. C'est important, cette notion-là, parce que des fois, et c'est surtout la question des normes du travail. Ça aussi, on en entend un petit peu plus parler. Dans les normes du travail, il y a eu des situations particulières. Souvent, c'est de la médiation. Donc, il n'y a même pas de condamnation contre l'organisme. Il y a une décision qui est prise et à ce moment-là, il y a une décision qui est rendue, mais ce n'est pas une condamnation. Pour qu'il y ait condamnation, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, si c'est le cas, vous mettez oui et vous expliquez la condamnation. S'il n'y a pas de condamnation, vous cliquez non sur le formulaire, vous passez à autre chose. Aussi, c'est vraiment quand il y a soit un jugement, comme je disais tantôt, puis c'est en lien avec l'organisme. Puis dans la petite bulle, c'est écrit l'exclusion. Si un administrateur a une contravention pour excès de vitesse ou pour conduite avec faculté affaiblie, puis que c'est dans sa vie privée ou dans son travail, puis que ça n'a pas un lien avec l'organisme, vous n'avez pas besoin de l'indiquer. À moins, puis là, c'est là l'important de la bulle, si le tribunal interdit au contrevenant l'exercice de ses fonctions. Par exemple, quelqu'un a été condamné pour fraude, puis là, il se retrouve trésorier d'un organisme. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas une très, très bonne idée. Ça se peut que ça vous cause certains problèmes. Donc, en même temps, c'est un petit rafraîchissement là, par rapport à ces réalités-là. Donc, à chaque année, je le répète vraiment, puis que je suis un peu intense, mais c'est vraiment une condamnation, ça n'arrive pas souvent, là. C'est vraiment, vraiment quand il y a une condamnation contre un organisme qu'on va cliquer oui à cette question-là. Donc, si vous ne vous souvenez pas dans la dernière année que vous avez eu une condamnation, je pense que c'est bon signe parce que dans ma tête à moi, une condamnation vient avec sans doute du stress, sans doute des grandes inquiétudes. Fait que, d'après moi, vous le savez si vous avez eu une condamnation au courant de l'année. En même temps, c'est sûr que là, si vous me dites « Oui, mais je viens d'arriver dans l'organisme », effectivement, si vous n'avez pas vécu la dernière année, là, c'est une autre question. Posez la question au conseil d'administration s'il y a eu une condamnation par rapport à l'organisme. Et l'autre question embêtante, c'est la numéro 4 de ce bloc-là. Dans la dernière année, indiquer si l'organisme a eu des contraintes majeures au maintien de ses activités et les mesures prises pour aviser les participantes, participants, les partenaires
incluant une poursuite judiciaire contre l'organisme qui mettra en péril les services et les activités. Donc, contrainte majeure, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment quelque chose dans la vie de votre organisme, une situation catastrophique ou apocalyptique. Fait que là, mes adjectifs, je pense qu'ils sont bien pesés. C'est vraiment une situation particulière qui a empêché la réalisation de votre mission. Donc, à ce moment-là, ça veut dire, ça peut être un vol de vos ordinateurs. Du jour au lendemain, vous n'avez plus d'ordinateur dans votre organisme. Il y a eu un incendie, une inondation majeure. Vous avez décidé de fermer les portes pour rénover, pour mettre le bâtiment à niveau ou pour mais une rénovation majeure là, qui a fait que vous n'avez pas pu rendre les activités de votre organisme comme à l'habitude, bien là, vous l'expliquez. C'est vraiment important d'y aller sur quelque chose d'important. Là, il y en a qui vont me dire, ouais, mais la COVID, ça m'a empêché de réaliser ma mission. Et là, c'est là où je veux que vous fassiez attention à ça. Oui, c'est vrai qu'on est en pandémie, mais moi, en tout cas, j'ai eu des contacts avec la majorité des organismes et les organismes fonctionnaient malgré la pandémie à un rythme différent, avec des activités différentes, avec une adaptation de ce que vous aviez fait dans l'ancien temps, là, 2019 et moins. Vous vous êtes adapté. Et ça, puis l'adaptation vous a amené à réaliser votre mission. Fait en théorie, à moins que vous ayez complètement arrêté, et que là, vous vous dites, moi, l'année passée, là, il n'y a rien eu. Puis là, quand je dis rien, là, rien. Là, vous l'écrirez que la pandémie vous a complètement empêché de réaliser votre mission. Mais si vous vous êtes adapté, que vous avez changé le rythme, que vous avez fait, je ne sais pas, vous étiez habitué à faire, mettons, un café rencontre par semaine, puis là, avec la pandémie, vous le faites en virtuel, la participation a changé, puis vous le faites aux 3 semaines, bien ça, ce n'est pas un empêchement majeur. Vous avez juste adapté votre réponse à la situation. Donc, c'est vraiment quelque chose de super important. Je vois, Elisabeth, la question, un déménagement. Bien, un déménagement, encore là, si le déménagement a provoqué que pendant 6 mois, tu as été en arrêt d'activité et que tu n'as pas pu réaliser la mission, ben oui, tu peux l'indiquer pendant cette période-là où je suis un peu intense là, avec mon 6 mois. Mettons, vous avez arrêté pendant 2 semaines. Ben, vous pouvez dire que pendant 2 semaines, vous avez été en déménagement, il n'y a plus d'activité. Mais je dirais, cette question-là, c'est vraiment quelque chose d'important. Des fois, il y a des organismes qui ferment leurs portes vraiment un 6 mois parce qu'il y a une grosse situation. Bien, ça, c'est important que le 6 le sache. Une transition, là, 2 semaines de déménagement, où ça va être écrit dans votre rapport d'activité. Fait que c'est vraiment une grosse contrainte. Est-ce que ça répond bien, Elisabeth? Je te vois dans mon écran. Oui, mais tu n'étais pas loin de ton affaire avec 6 mois, là. On a commencé les travaux au mois de juin, puis c'est pas fini. Fait que... À ce moment-là, ça peut être expliqué. L'important, c'est juste d'être transparent dans l'explication du pourquoi de la situation, tout simplement. Oui, c'est ça. Mais tu sais, comme j'ai réussi à continuer mes activités de jardin parce que c'était à l'extérieur, mais toutes mes activités intérieures puis des nouveaux projets, il n'y a rien qui a eu lieu entre juin puis novembre parce que j'avais pas de place, j'avais pas d'électricité. Ça... Oui. Bon, ben, ça, c'est une belle contrainte majeure. Il n'y avait pas d'électricité dans notre local, donc on n'a pas maintenu ça. Mais de l'autre côté, tu as maintenu d'autres activités. Fait que ça s'explique. Puis dans le rapport d'activité, ça va être écrit. Mais ça, je te dirais que c'est bon. Qu'il n'y a pas d'électricité dans notre local. Pour moi, ça, c'est une contrainte majeure. OK. Puis pour la mesure 15012, là, dans le fond, je ne sais pas si tu es familier avec ça, là, la mesure a toujours existé, là, mais avec la COVID, ça a été étendu à toutes les écoles du Québec. Fait que, avant, c'était juste au niveau secondaire défavorisé, puis là, ça a été mis at large, primaire défavorisé ou pas. Ça fait que, oui, OK. Moi, dans le fond, qui offre des collations dans les écoles, ça fait que j'ai perdu comme il y a une des 2 écoles à qui je fournis qui a fait comme, ben, je viens d'avoir un 9 000 fait que j'ai pas besoin de toi. Fait que, ça l'a été comme toute l'année 2020-2021. OK. Mais ça, c'est pas une contrainte majeure. Dans le sens que ça a changé l'offre que vous. D'habitude, tu donnais à 2 organismes, à 2 écoles, je veux dire, je m'excuse. Puis là, ben, à cause de cette situation-là, là, ça a changé, c'est allé vers une école au lieu de 2. Ça va être une donnée que tu vas mettre dans ton rapport d'activité.
Ça, c'est une information que tu vas mettre dans le rapport d'activité qui va expliquer ben, que l'offre a changé. Mais ça, ce n'est pas une contrainte majeure qui t'a empêché de faire oui, tu n'as pas fait ce que tu faisais par le passé, je l'entends puis je le comprends bien, mais ce n'est pas ça une contrainte majeure. Ça, c'est un changement dans l'offre d'activité. Pour moi, ça ressemble un peu à la question de la pandémie. La pandémie amène un changement dans la façon de faire nos choses. Fait que ça, ce n'est pas une contrainte majeure. Est-ce que tu vois la différence? Ça va? Génial. Ben dans le fond, avez-vous d'autres questions par rapport au bloc 1? Comme je disais, je fais un bloc, j'ouvre la période de questions. Gênez-vous pas, vous pouvez utiliser le chat ou vous pouvez ouvrir votre micro. Ça me fait plaisir. Oui. Oui, j'ai une question, Hugo. Est-ce que le fait d'avoir un manque de recrutement de personnel pour certaines activités, ça fait partie d'une contrainte majeure? Des activités qu'on ne peut pas tenir du tout parce qu'on n'a pas d'employés? Ça, oui. Ça, Okay. Ça, c'est intéressant, surtout, en plus, on peut s'en servir comme façon de sensibiliser à la situation. Tu sais, je ne réussis pas à engager de personnel. C'est toute une contrainte majeure. Là. Fait effectivement, ça peut être écrit dans ce petit bout-là. Puis en plus, je dirais que c'est important de le nommer si c'est vrai. Ben, pas si c'est vraiment, mais vu que c'est vraiment une grosse préoccupation qui fait que vous êtes empêché, ben oui, ça s'explique là. Puis, je t'invite, par exemple, Emmanuel, à aussi l'écrire dans le rapport d'activité. Oui. Oui. Merci. D'autres questions? Ça Oui. va? Est-ce que mes explications... Oh, oui, Jean? Oui, service amitié. Nous, les lettres patentes, bon, ma question, c'est s'il y a des changements aux lettres patentes, est-ce qu'on doit envoyer les nouvelles lettres patentes? Oui. Les lettres patentes, les règlements généraux, tout ce qui est la structure de l'organisme, vous devez toujours avoir un dossier à jour au niveau du 6. Okay. La situation particulière, c'est que nous, le Conseil a déjà décidé de changer, mais ce n'est pas encore rendu, on n'a pas fait la demande officielle pour changer les lettres patentes. OK. Ben quand vous allez recevoir les nouvelles lettres patentes, à ce moment, vous ferez des copies pour en envoyer après ça au 6, une fois que ce sera comme finalisé là, avec le registraire des entreprises du Québec. OK. Merci. Plaisir. Oui, Mélanie? Dans l'éventualité où c'est compliqué, j'ai un autre point de service, mettons à Saint-Michel-des-Saints, avec une entente spécifique qui est dans le PSOC. Je pense que c'est volet 2, je pense qu'elle est correcte. En tout cas, je ne suis pas certaine encore. Sauf que est-ce que si pour ce point de service-là, puis l'entente spécifique est à part, j'ai eu une contrainte d'embauche, en fait, est-ce que je l'écris dans mon formulaire PSOC général de la mission? Ben, moi, je dirais en théorie, ça dépend comment vous le gérez. Est-ce que, par exemple, dans l'entente spécifique, est-ce que toute la reddition de compte se passe dans le même rapport d'activité que la mission générale ou vous avez deux rapports d'activité distincts? Est-ce que ça C'est se une vit? section à l'intérieur de notre rapport d'activité. Okay. Ben, à ce moment-là, moi, je l'indiquerais par transparence, en disant que en lien avec l'entente spécifique qu'on a signée, parce que c'est ça, si ça gère comme un peu dans le même rapport d'activité, que c'est un peu incorporé à la mission d'une certaine façon, ben, mets-le par transparence. Moi, c'est ce que je te suggère. Mais en même temps... J'ai pas de formulaire à remplir, c'est juste une petite lettre là, de oui, c'est ça, une petite résolution à faire. Ouais. Fait que c'est pour ça, moi, je l'inscrirais là. Puis, évidemment, dans le rapport d'activité, on n'oublie pas de le mettre non plus après ça. Parfait, merci. Tu as bien répondu? Puis, pour ceux là, qui se disent « Oh mon Dieu, moi aussi, j'ai une entente spécifique », vraiment, allez voir les conditions de votre entente spécifique. En théorie, ce formulaire-là ne sert qu'au financement de la mission globale. Mais des fois, il y a certaines ententes où c'est presque de la mission globale, mais bon, il y a des situations qui ont amené une entente. Fait que, je vous dirais, misez sur la transparence. Plus c'est transparent, mieux c'est. Et il n'y a pas de mauvaise réponse. Dans le sens que si, pour vous, c'est une contrainte majeure, puis que vous dites dans votre carré, moi, je tiens à le dire au 6 que ça m'a empêché de faire quelque chose, vous n'allez pas avoir de conséquences liées à ça. Ça sera juste dans la transparence, tout simplement. Mais dites-vous que le formulaire, ce n'est pas notre rapport d'activité. C'est vraiment des informations très pointues qu'on va mettre dans ce rapport-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le bloc 1? Ça va?
Ça, c'est super génial ce que je viens de voir dans le chat. Si vous cherchez une commissaire à la sermentation pour vos lettres patentes ou pour des changements de nature plus officielle, Nadine, qui nous fait un beau sourire, nous a dit qu'elle est commissaire à la sermentation. Fait que ça, c'est super le fun à avoir dans notre réseau de contacts. Merci Nadine pour ton coming out. Donc, on passe au bloc 2, le conseil d'administration. Donc, la liste des membres du CA. Dans le fond, vous indiquez le nom de la personne puis le poste. Donc, par exemple, Nicole Blanchard, présidente, Élisabeth Saint-Pierre, vice-présidente, Jean Reynaud, secrétaire, Aude, administratrice. Dans le fond, vous écrivez le nom des personnes avec leur poste au conseil d'administration. Le numéro de téléphone où ils peuvent être rejoints. Là, vous voyez, c'est écrit « Utilisez l'astérisque dans la case si le numéro de téléphone transmis est confidentiel et doit être utilisé en cas d'urgence seulement. » Sachez, en tout cas, que dans les dernières années, mettons les 23 dernières années, le 6 ne s'est pas amusé à téléphoner au conseil d'administration. « Salut Marilyn, comment ça va dans le conseil d'administration XY auquel tu participes? » Vraiment, dites-vous là, que ces numéros de téléphone-là, c'est dans des cas d'extrême urgence. Là. Si vous vous dites, moi, là, j'ai un malaise à mettre le numéro de téléphone pour X raison, ben, mettez un astérisque à côté de chaque numéro de téléphone. Mais en même temps, il y a quand même une fonction, je dirais, publique dans un conseil d'administration en général. Puis vraiment, là, je le sais que c'est toujours un peu pas le fun de mettre... voyons, de mettre des coordonnées privées, là, mais sachez que c'est vraiment utilisé là, vraiment en toute confidentialité. Puis, aussi, l'autre chose qui est importante à dire, c'est que pour être rendu, mettons, s'ils passent la présidence, qu'il n'y a pas de téléphone, ils ne réussissent pas à parler à la personne, ils vont aller vers la vice-présidence, ils vont descendre la liste. Là. Fait que ça aussi, comme je vous dis, je comprends le malaise, mais en même temps, sachez, là, je n'ai pas eu d'histoire. Il y a un organisme, mais c'était vraiment une situation particulière. L'organisme n'était plus en fonction pendant 6 mois. Le 6 avait essayé pendant 3 mois de contacter des gens. Là, un moment donné, ils ont sorti la liste du conseil d'administration. Et là, en vous le disant, je me suis trompé sur un élément. Un numéro, la case A, le nom de la personne, B, numéro de téléphone, et C, la fonction. C'est vraiment dans la troisième colonne qu'on met président, vice-président, secrétaire, administrateur, administratrice. Là. Je vous ai peut-être amené j'ai dit le nom avec la fonction, puis je voyais comme le tableau intégré. Donc, au début, c'est A. Par contre, ce qui est important, c'est si dans vos règlements généraux, c'est écrit que vous avez 7 membres de conseil d'administration, puis que vous avez comblé 5 postes. Bien, 1, vous allez écrire le premier nom, 2, 3, 4, 5. Et 6 et 7, vous allez écrire vacant, vacant. Il faut que le nombre de lignes remplies dans la case A soit le même nombre que vos règlements généraux. Et là, c'est hyper important ce que je vous dis là. OK? Puis là, si vous dites, hey, je ne sais même pas ce qui est écrit dans mes règlements généraux, c'est le temps de les sortir. Puis de vous demander, bien, combien j'ai de personnes là, dans mon conseil d'administration. Parce que des fois, on l'a vu, les gens ont comme une habitude. Il y a des organismes qui me disaient, bien, j'étais sûr que c'était 7 membres de CA, mais j'en ai 9. Fait qu'eux, ils roulaient, puis à un moment donné, le CA envoie une lettre en disant, bien, comment ça que vous avez juste 7 noms ou vous avez rempli juste cette ligne? Fait que faites juste vraiment vous assurer que ça concorde entre règlements généraux et la case 2. Mélanie, c'est en lien avec ça? Oui, ça, là, mettons, c'est en date de... C'est en quelle date? En date de là, en ce moment. Là, aujourd'hui. OK. Ouais, si on exactement. a un administrateur qui s'est ajouté en décembre, on l'ajoute. Mm-hmm. S'il n'est pas encore au registraire des entreprises, est-ce que... Bien, ajoutez-le quand même, puis faites votre modification après ça au registraire des entreprises. Mais assurez-vous, ça, là, vraiment, la liste des membres, là, c'est en date d'aujourd'hui. Vous mettez exactement la situation. Merci. Ça va pour le tableau? Nos règlements disent de 7 à 11, nous sommes présentement 7. Je vois la question, Mathieu. Ben, écoute, si c'est ce que vos règlements généraux disent, ça va, mais je dirais, je suis moins habitué
de voir des 7 à 11. Probablement que vous avez été accompagné et qu'il y a des raisons qui le stipulent. Puis si vous n'avez pas été questionné par le 6 par rapport à ça, puis je ne suis vraiment pas le pro là, de ces petits détails-là dans les règlements généraux, mais si vous avez toujours fonctionné et que si ça respecte vos règlements généraux, disent de 7 à 11, vous êtes 7, ben ça, pour moi, ça respecte. Mais c'est ça. Je vois que tu ouvres ton micro, Mathieu. Oui, en fait, ma question, c'est plus, si on dit de 7 à 11, est-ce que là, on est 7, est-ce que je mets 4 lignes vacantes dans ce cas-là ou je fais juste écrire les 7 noms puis je laisse les espaces blancs? Ben, moi, je laisserais, tu sais, vu que vos règlements généraux disent de 7 à 11, vous en avez comblé 7, donc vous respectez vos règlements généraux, ben, tu en remplis 7. Puis si l'année prochaine, vous êtes 10, ben, tu en remplis 10. Dans le fond, c'est est-ce que tu respectes l'esprit de tes règlements généraux qui est important de voir là? Parce que si tu me dis non, nous, on travaille toujours à avoir 11, ben là, oui, tu pourrais mettre les vacances. Mais si tu dis nous, on respecte nos règlements généraux selon ce qu'ils disent, 7, ben, ça correspond. C'est vraiment d'indiquer la correspondance avec les règlements généraux qui est importante. OK, parfait, merci. Plaisir. Donc, ça va pour le tableau? D'autres questions? Gênez-vous pas. OK. Les personnes de l'organisme qui composent le CA sont-elles majoritairement des personnes utilisatrices des services de l'organisme ou des membres de la communauté que dessert l'organisme? Dans le fond, c'est simplement d'où proviennent ces gens-là. Est-ce que c'est des gens de la communauté? Est-ce que c'est des gens qui utilisent les services de l'organisme? Fait que oui ou non. Puis si vous dites vraiment, ben non, nous, ce n'est pas cet élément-là, c'est des gens qui proviennent d'ailleurs. Mais tu sais, rappelez-vous que la communauté, c'est très large. Puis le pourquoi il pose cette question-là, sachez-le, c'est que ça vient de la loi sur la santé et les services sociaux. Dans la loi sur la santé et les services sociaux, c'est écrit que les organismes communautaires qui vont être financés par le ministère sont des organismes qui sont dirigés par des conseils d'administration majoritairement de personnes utilisatrices ou des membres de la communauté. C'est pour ça qu'ils posent la question. Si vous avez des questions pointues là, par rapport à ça, n'hésitez pas à envoyer des courriels à la Troquelle pour vous assurer. Mais comme je dis, les membres de la communauté que l'organisme dessert, en général, c'est très large. Si vous me dites, ben nous, on a par exemple un professionnel, un avocat ou un comptable agréé, puis à ça s'ajoute des gens de la communauté puis des utilisateurs, utilisatrices de services, ben vous êtes dans une majorité qui est les personnes utilisatrices ou les membres de la communauté. Des fois, on va chercher des expertises sur notre conseil d'administration. Ce que le CIS veut éviter, c'est que vous ayez un conseil d'administration composé de gens d'affaires qui ne vivent pas la mission de l'organisme. Fait que c'est vraiment, comme je vous dis, c'est très large la communauté que dessert votre organisme. Mais si vous avez un CA de professionnels qui n'ont aucun lien avec votre mission, bien là, ça peut poser des questions. Oui, Mélanie? C'est une vieille main? Oui, c'est la première fois que je l'ai dit en 2022. J'aime ça, moi, cette expression-là, une vieille main. Et là, ça n'a pas rapport à l'âge de la personne. Hein. Si vous n'avez jamais entendu cette expression-là, c'est qu'on laisse une main de question dans un Zoom. Puis là, on demande aux gens est-ce que tu as laissé une vieille main? Ça doit être assez dégueu. Tu arrives à la maison, tu découvres une vieille main. Non, c'est une petite blague. Ensuite de ça, dernière question du bloc 2. Confirmez-vous que votre CA est indépendant du réseau public, provincial, fédéral ou municipal? Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que sur votre conseil d'administration, vous n'avez pas de siège réservé pour des personnes qui proviennent du réseau public et que vous n'avez pas d'élus sur votre conseil d'administration. C'est ça que ça veut dire la question. Chaque année, ça soulève aussi beaucoup de questionnements. Si, mettons, vous avez sur votre conseil d'administration une infirmière du CIS, mais qui vient sur sa réalité personnelle, dans vos règlements généraux, ce n'est pas indiqué que vous avez une infirmière du CIS sur votre CA, qu'elle n'est pas payée par le CIS pour être à votre CA. Et là, ça aide. Là. Est-ce que la personne elle est payée par son employeur pour être sur votre conseil d'administration? L'infirmière est payée par le CIS pour être sur votre CA?
Ça, ce n'est pas être indépendant du réseau public. Si elle le fait parce que la mission de votre organisme rejoint ses enfants et qu'elle a envie de contribuer, bien là, c'est correct, ça. T'sais. Mais c'est vraiment la question de est-ce qu'elle le fait sur la base personnelle, la personne, ou de la part de son employeur. Et là, je le sais, il y a des élections municipales qui viennent d'avoir lieu, il y a des nouveaux conseillers municipaux, puis là, il y a des gens qui nous écrivent en disant « moi, j'ai quelqu'un sur mon CA qui vient d'être élu conseiller municipal, est-ce qu'il doit quitter? » Bien, pour respecter le critère d'indépendance du réseau public, oui. Puis là, c'est pas une question, puis je le sais que ça tombe après ça dans les émotions, tu sais. Ça ne veut pas que c'est des mauvaises personnes qui viennent d'être élues, là. Ça ne change rien du tout à la réalité de la personne. Mais c'est juste que, rappelons-nous que dans ce qu'on revendique puis ce qu'on est comme mouvement, le mouvement d'action communautaire autonome, bien, cette autonomie-là face au réseau public, elle est importante. Puis probablement que la personne qui a été élue ferait une super belle job encore, là, ça n'a rien à voir. C'est vraiment se garder la distance critique entre notre organisme et, dans le fond, le réseau public pour avoir notre espace de transformation sociale. Fait que je le sais, c'est toujours un défi de trouver des gens sur notre conseil d'administration. Il y a des gens qui me disaient, c'est déjà dur, cette personne-là voulait contribuer. On comprend super gros, puis ce n'est pas dans le but de pénaliser personne. C'est vraiment dans le but de protéger notre mouvement, cette notion d'indépendance du réseau public. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le bloc 2? Ça semble bien aller. On s'en va au bloc 3. Donc, renseignements liés à la demande. Considérant que le soutien financier du PSOC constitue un appui à la réalisation de la mission globale de l'organisme en complément à la contribution de la communauté. 2. L'organisme a reçu un montant en soutien à la mission globale dans le cadre du dernier exercice financier de... Et là, vous devez écrire ce que vous avez reçu comme PSOC Mission Globale l'année passée. Là, il y a des fois des groupes qui disent « ouais, mais je ne sais plus combien je reçois parce que là, c'est mélangé dans mes bordereaux entre la mission globale, des ententes, du ponctuel, du... » Il y a maintenant quelque chose d'intéressant. Je vais vous mettre... Ah non, ça n'a pas marché. Je vais vous mettre un... Je vais partager l'écran pour vous le montrer, puis je vais mettre le lien après. Donc... Le 6 est là. Je vous mets un lien dans le chat pour que vous puissiez le conserver, mais je vais partager l'écran pour que vous voyez ce que je veux dire. Donc, si vous allez sur le lien que je vous ai partagé en chat, pour les gens qui nous écoutent en différé, je vais mettre le lien dans le courriel que vous avez reçu, le lien pour voir la vidéo. Maintenant, le 6 a décidé de ne plus vous envoyer une lettre. Avant, en juin, juillet, vous receviez une lettre qui disait « Cette année, vous recevez tel montant ». Le 6 a décidé de le faire de façon très publique maintenant. C'est qu'il met une liste sur le site web du 6, donc de façon très publique, et vous allez pouvoir retrouver votre financement grâce à deux listes. Le premier, c'est subvention récurrente 21-22. Vous voyez ici le lien numéro 6. Si on clique... Je ne sais pas ce qui s'est passé avec le... Est-ce que vous voyez la liste qui est apparue à l'écran? Je sais, c'est petit, là. L'important, c'est que tous les organismes financés au PSOC se retrouvent dans cette liste-là. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez le montant. Fait que là, vous prenez ce premier montant-là, c'est ce que vous devriez avoir reçu l'année passée. Phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, pour ceux qui se disent « Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi il y a des phases? » Ça, c'est pour faire le lien avec le cadre de financement. Quand il y a une répartition des nouveaux argents, ben, le montant qui vous est attribué est en lien avec votre phase. Donc, ça vous permet de voir dans quelle phase de financement vous êtes rendu, puis les montants que vous avez. Fait que vous prenez le montant de cette liste-là et ensuite, vous prenez la liste numéro 4 qui s'appelle « Répartition du rehaussement récurrent à la mission globale ». Si vous cliquez, encore une liste, et ça, c'est le montant qui a été distribué à l'automne pour rehausser votre financement. Donc, en additionnant le montant de la liste que vous trouviez au point 6 et la liste au point 4, vous avez le montant que vous devez mettre dans votre formulaire. Je sais que c'est un peu comme peut-être plus de demandes à trouver. Vous allez sur le site, vous regardez les deux listes, vous additionnez les deux montants. Ça, c'est la première façon de le faire. Sinon, il y a une autre façon.
que vous pouvez faire, c'est d'utiliser les 4 bordereaux de dépôt que vous avez reçus au courant de l'année pour vos paiements. Fait qu'en avril, juillet, octobre, janvier, le ministère vous a envoyé un bordereau. Puis en théorie, pour votre comptabilité, vous les avez sûrement imprimés, ces 4 bordereaux-là. Bien là, vous pouvez additionner la partie mission globale de vos bordereaux. Et là, si vous trouvez que c'est compliqué entre mission globale et entente spécifique, bien moi, je vous dis, utilisez les 2 listes qu'il y a sur le site web. Vous serez sûr d'avoir juste les montants de mission globale ou regardez vos versements par rapport à ça. Donc, je retourne au formulaire. Donc, ici, dans le point-là, c'est l'argent que vous avez reçu l'année passée, que vous indiquez ici. Ensuite, fin de la résolution du 3.1, quel est le montant de rehaussement demandé à titre de contribution du PSOC? Ce qu'on écrit comme montant-là, c'est la différence entre ce que vous voulez et ce que vous recevez. Fait que, par exemple, vous voulez 500 000, vous recevez 100 000, le montant à écrire là, c'est 400 000. Okay? On écrit la différence. Fait que pas le montant total que vous voulez, la différence entre ce que vous avez actuellement et ce que vous voulez avoir. Donc, je refais mon petit calcul. Là. Ça c'est la nouveauté là, de ce nouveau formulaire-là. Si vous voulez 500 000, vous avez 100 000, vous écrivez la différence, le 400 000. Aussi simple que ça. C'est vraiment le montant que vous voulez de plus que vous inscrivez dans le formulaire. Et c'est indiqué que ce montant peut être 0. Si le montant que vous recevez est le montant que vous avez de besoin, puis que vous n'avez pas besoin de plus, vous pouvez indiquer 0. Par contre, votre subvention va quand même être indexée. Par rapport à ça, j'ai quand même, n'ayez pas peur de demander exactement ce que vous avez de besoin pour réaliser votre mission. Des fois, on entend, ouais, j'ose pas demander plus de peur que le 6 ne soit pas content ou que le 6 trouve que j'en demande trop. Fait que là, tu penses-tu qu'il pourrait couper notre subvention? Pas du tout. Ça, c'est vraiment pour indiquer votre réalité. C'est important que vous le fassiez parce que si vous minimisez les besoins que vous avez, ben nous, ça nous permet, et le 6 et la troquelle aussi, ben, ça ne nous permet pas d'avoir la situation exacte qui est vécue dans notre mouvement. Oui, Aude, je vois ta main levée. Oui, justement, par rapport à ça, je me demandais, j'ai comme 2 sons de cloche, on dirait, avec les documents que j'ai lus là, de la troquelle que vous avez envoyé, j'ai l'impression qu'il faut se baser sur vraiment 100% des besoins qu'on aurait pour notre organisme, 100% du budget que ça nous prendrait pour réaliser notre mission. Mais il y a d'autres sons de cloche qui disent que on y va plus avec un 70-80% parce qu'on n'est pas censé être financé seulement par du PSOC quand on a un organisme communautaire autonome. Mais là, je ne sais pas trop quoi comprendre là-dedans, puis quelle est la meilleure stratégie, mettons. Ben, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez toujours devoir aller chercher du financement de la communauté, de l'autofinancement, financement de la communauté. Puis ça, c'est ce que nous, on appelle l'espace, dans le fond, de distance critique avec l'État. Nous, dans les documents de la troquelle, là, on a toujours dit, vous devriez avoir dans vos revenus totaux 80% de financement à la mission globale, puis un 20% de revenus autonomes. C'est comme une cible à atteindre qui, ce 20%-là, vous donne cette distance critique. Ça, c'est un aspect, je dirais vraiment, de protection de notre mouvement de l'action communautaire autonome. Ensuite de ça, pour ce qui est de la demande, là, est-ce que tu demandes 100%, 80%, 70%? Je pense dans les maisons de jeunes, le cadre, c'est 70-30, si je ne me trompe pas. Ça, à ce niveau-là, c'est vraiment un choix d'organisme. Tu sais, souvent, nous, ce qu'on dit, vous avez les seuils planchers qui vous donnent une balise. C'est normal de pouvoir demander ce montant-là ou plus ou moins selon vos besoins. Nous, on y va toujours. Allez-y sur 100% de vos besoins. Indiquez-le dans la mission globale ce que vous demandez. Et le jour où vous allez avoir ce que vous demandez, là, réaliser le 20%, ça va être beaucoup de facilité, je dirais. T'sais, puis probablement qu'aujourd'hui, votre réalité, c'est que vous n'avez pas 100% de financé par le PSOC. Il doit avoir une marge. Oui, c'est ça, juste à avoir ta réaction. Fait que, c'est pour ça que je dis, il y a comme un effet théorique à ça. Il y aura toujours de l'autofinancement, il y aura toujours besoin d'avoir de l'argent de d'autres sources que votre mission globale. Fait que c'est pour ça que moi, je n'ai pas de gêne à dire inscrivez exactement ce que vous avez de besoin pour réaliser votre mission. Et de toute façon,
il y aura toujours dans vos revenus d'autres montants qui vont venir jouer après ça le 80-20. Puis tu sais, j'ai envie de dire, le jour où tout le monde a son seuil plancher, là, ou sa balise budgétaire, puis qu'on va être rendu à se demander, là, le colloque de la Troquelle va s'appeler « Comment on s'assure de répondre à notre 20% ou notre 30% de distanciation critique avec l'État? » Écoute, on va en avoir des idées, là. Soyez pas inquiets. Puis je le dis, puis on tend vers ça, là. Mais tu sais, on a de l'espace, puis c'est ça, regardez votre réalité. Vous êtes sans doute dans cette cible-là ou proche, ou peut-être que vous avez 85% de mission globale, 15% d'autofinancement, puis ça joue de même, mais c'est là où il y a un aspect théorique à la chose et la réalité après ça. Parce que, mettons, j'ai du Centraide, c'est de la mission globale, mais c'est quand même du financement de la communauté. Tu sais. Exact. Puis il faut faire attention, Centraide, c'est de la mission globale privée. C'est pas de la mission globale comme ce qu'on défend au niveau du financement public. Fait que je te dirais, rappelons-nous que ça reste que c'est de l'argent de la communauté, de l'argent du privé, parce que c'est une fondation. Merci. Est-ce que ça t'a éclairci, Aude, entre toutes ces distinctions-là? Je vais y aller avec le 100%. Comme je te dis, après ça, dans la réalité, clairement, il va y avoir une différence. Ensuite de ça, si on continue notre formulaire, le 3.2, c'est là où on explique le rehaussement. Et ce qui est super important, l'explication du rehaussement, de ce que vous avez de besoin, ça ne veut pas dire des projets. Parce qu'il y a des fois des gens qui disent « Oui, mais je demande 150 000 de plus, il va falloir en faire des affaires de plus dans mon organisme. » Puis là, les organismes se mettent à ici inscrire tout ce qu'ils vont faire comme projet, comme une nouvelle initiative. Puis c'est pas mauvais. Mais rappelons-nous que ce qu'on demande, c'est de la mission globale. Fait que la mission globale, c'est des ressources humaines, c'est l'infrastructure nécessaire pour réaliser votre mission, c'est ce que vous avez de besoin pour votre vie associative. Fait que vous pouvez y aller aussi dans ces éléments-là. On veut donner des meilleures conditions de travail. C'est une justification valable. On veut avoir des locaux plus grands. On veut... vous n'êtes pas obligé d'inventer quelque chose. C'est pas... Puis ça, c'est notre habitude dans le communautaire. On est habitué de remplir des formulaires de projet. Fait que c'est comme si on utilise le PSOC dans cette un peu orientation-là, mais alors que, rappelons-nous que la mission globale, c'est vraiment toute l'infrastructure nécessaire pour réaliser la mission de l'organisme. Oui, Sylvie? Oui, quand tu parles par rapport au rehaussement, la vie associative comme explication, qu'est-ce que tu veux dire par là? Bien, tout ce que vous allez faire comme démarche, mettons, si avec votre conseil d'administration, vous voulez faire un lac à l'épaule pour avoir, je ne sais pas moi, une fin de semaine où vous allez réfléchir la vision de votre organisme. Si vous voulez faire des comités avec vos membres, fait que pour faire vos comités, bien, vous voulez avoir, moi, je ne sais pas, une infrastructure pour soutenir ça. Vous voulez consulter les membres de l'organisme en faisant une activité particulière de consultation. C'est vraiment tout l'aspect qui met les membres et les membres du conseil d'administration dans la vie de l'organisme. OK. Bien, je suis pas mal un peu novice dans le domaine. Quand tu parles de membres, c'est quoi? C'est la communauté? Non, c'est vraiment les membres de votre organisme. Donc, ceux-là qui sont identifiés comme membres. Fait que là, tu te dis, ouais, je ne sais pas c'est qui les membres, prends tes règlements généraux. Dans les règlements généraux, il y a une catégorie qui s'appelle membre de l'organisme. Et là, ça explique comment on devient membre de l'organisme. Parce qu'il y a une distinction entre les participants, les participantes, puis les membres d'un organisme. Ce n'est pas nécessairement la même chose. Puis des fois, dans les membres, il y a les membres actifs, les membres partenaires, les membres de soutien, les membres, il y a plein de catégories de membres possibles. Fait que c'est vraiment dans vos règlements généraux que vous pouvez faire le lien. Fait que ce qui est associé à la vie associative, on y va avec les membres. Puis après ça, dans les activités, bien, vous pouvez faire le lien avec les participants, les participantes. Puis là, il y a plein d'autres mots utilisés, usagers, usagères, je ne dirais pas tout le vocabulaire, là, mais je pense que vous comprenez de qui je parle quand je fais la distinction membres et participants, participantes. Merci. Plaisir. Oui, Annie? Oui, en fait, peut-être que ça va rejoindre plus juste moi, évidemment, mais contrairement, j'essaie de baisser ma main. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. OK, parce que tout a gelé devant moi, désolé. Moi,
Moi, la phrase qu'Emmanuel a pris au point 4 de pénurie de main-d'œuvre, moi, c'est là que je l'ajouterais en pénurie de main-d'œuvre. Donc, je dois faire plus d'entente avec les agences de services. Mais là, j'ajouterais agences de services hors territoire. Donc, on a compris qu'ils nous chargent encore plus cher parce que sur le territoire, même si le CIS me dit que c'est pas vrai, nous répondent et nous écrivent qu'ils se doivent de répondre en priorité au CIS de la Naudière. Puis pourtant, Gatineau me fournit du monde. Mais effectivement, tu as raison, Ça Annie. en fait partie. Ben oui, tout à fait. Ça c'est pas pour rien là, que vous avez besoin de plus d'argent pour répondre à ça. Ça le répond. Fait que oui, exactement, on le met là dans ce tableau-là. OK, excellent. Merci. Ça me fait plaisir. D'autres questions par rapport à ça? Je vais juste lire, Elisabeth, votre tableau. Nous, on prévoit faire votre tableau moins ce qu'on reçoit. Bien, effectivement, ça peut être la bonne façon. Tu sais, dans le tableau, puis ça, c'est hyper important. Nous, on vous envoie le tableau avec les seuils planchers. OK? Les seuils planchers que vous voyez là, c'est vraiment une référence. Vous n'êtes pas obligé de demander le montant du seuil plancher. Nous, ce qu'on vous dit, puis c'était vraiment pour aider, il y a des organismes qui nous disaient on a peur de demander 100 000 pour notre organisme, on trouve que c'est beaucoup. Mais quand on regarde ça, des fois, 100 000, là, ça passe vite. Hein? Une ressource humaine, un local, l'infrastructure, tout le matériel. Puis c'était pour justement se dire ça peut valoir plus que ça, notre travail, et c'est correct. Fait que les montants qui sont dans les montants des seuils planchers sont des cibles potentielles, mais si vous avez besoin de plus que les seuils planchers parce que dans votre développement, vous avez plus d'employés et tout, c'est correct. Si vous dites, nous, on n'a pas besoin d'autant que vos seuils planchers, c'est correct aussi. Les seuils planchers sont vraiment des cibles pour montrer ce qui est potentiellement demandé. Tu sais, ce qui est super important, c'est demandez pas moins que ce que vous avez de besoin. C'est juste ça qui est important à retenir. Puis si vous dites, ben nous, le montant qu'on voit dans le seuil plancher, c'est le bon montant qu'on a besoin, ben c'est correct aussi. Faites juste bien le justifier dans la question 3.2. Oui, Stéphanie, pour répondre à la question dans le chat, tu dis si la convention collective des employés vient à échéance, est-ce qu'on peut prévoir des frais d'avocat pour le rehaussement? Ben oui, ça aussi, c'est une explication qui dit ben, on va avoir besoin de plus pour réaliser notre mission par rapport à ça. Au niveau du mandat régional pour les seuils planchers, ben en fait, si vous avez un mandat régional, les seuils planchers que vous avez là, en fait, vous pouvez ajouter plus. Les seuils planchers que vous avez là, c'est les locaux. OK? Dans le sens que c'est pour les organismes habituels. Fait que si tu dis, ben nous, on comprend ça, mais on va avoir besoin de plus parce qu'on a un mandat régional, parce qu'on veut avoir un point de service ou des bureaux ailleurs, ben demandez effectivement plus que le seuil plancher. C'est vraiment pas un problème à ce niveau-là. Puis, on se rappelle, peut-être pour t'aider, José, dans le cadre de financement du CIS, ils reconnaissent 50 % de plus que la balise qui est dans le cadre. Fait que tu peux voir ce barème-là comme utile par rapport à l'identification des besoins. Je vais y aller avec Jocelyne, puis après ça, Mélanie. Jocelyne. Oui, bonjour. Moi, j'aimerais savoir, avec l'argent qu'on reçoit pour la mission globale, on a comme assez pour faire rouler l'organisme. Par contre, notre 20e anniversaire de création, on aimerait ça le souligner. Ça fait 2 ans qu'on le remet à cause de la pandémie, là. Mais est-ce qu'on peut mettre, mettons, un montant pour tenir cette activité? Oui, tout à fait ça. Ça s'en va dans le fond, dans la vie associative de l'organisme. Souligner les anniversaires, souligner tous les moments importants. Ben oui, c'est vraiment dans la réalisation de la mission. Fait qu'effectivement, ça peut faire partie des montants. Puis là, il y a une différence entre ce que vous demandez pour fonctionner, puis après ça, comment on utilise la mission globale. Bien, une fois que vous avez votre montant, vous ventilez dans votre budget, puis vous avez le droit de garder de l'argent pour ce volet-là. OK. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Mélanie? Oui. Est-ce que c'est nécessaire de mettre, de très détaillé qu'est-ce qui va coûter combien? En fait, il y a des chiffres. Oui. Nous, à la Troquelle, on ne chiffre pas. Tu sais, exemple, on ne met pas rehaussement des salaires, on a besoin de 34 000. Pour la vie associative, on a besoin de 22 000. Nous, on fait une explication générale. Puis en même temps, je dirais, la mission globale, là, c'est ce qu'il y a de merveilleux là-dedans, c'est qu'une année,
Ça se peut qu'on s'en aille vers une ventilation qui réponde, puis que l'année d'après, parce qu'on s'adapte à une situation, on va changer la façon qu'on va diviser. Puis, ce n'est pas de l'argent par projet, la mission globale, c'est pour réaliser notre mission. Fait que moi, ce que je vous suggère, c'est de ne pas vous encarcaner dans des cadres comme ça, de dire ben, ma vie associative vaut tant, mes ressources humaines valent tant. Et non, pas besoin d'aller autant dans le détail. Expliquer comment vous allez réaliser votre mission, comment ça va soutenir la réalisation, que ça va vous aider d'avoir ces montants de plus, mais sans y aller dans de la ventilation financière. Moi, ce n'est pas une recommandation que je vous fais de faire ça. Ben Chantal, c'est tout à fait logique ce que tu écris dans le chat. Hein. La COVID a eu plein d'impacts, puis s'il y a des organismes qui avaient un roulement puis qui demandaient un certain montant, puis qui disent, nous, là, ça fait des années, au moins 2 ans qu'on ne fait plus notre autofinancement parce que la COVID ne le permet pas. C'était des spectacles, c'était des rassemblements de personnes et tout. Fait que c'est tout à fait logique que vous demandiez plus en fonction de la réalité d'aujourd'hui. Puis, tu sais, s'il y a quelque chose d'important à se souvenir de la pandémie, c'est à quel point le financement à la mission globale a facilité les transitions. T'sais, nous, on était capable de s'adapter, même si je vais donner l'exemple de la Troquelle. À la Troquelle, on avait mis 9 000 $ d'activité au club de golf Montcalm. Ben, c'était bien clair qu'on n'allait pas faire ces activités-là dans l'année. Ben, on les a transformées en activités virtuelles, puis on s'est doté de matériel pour faire des meilleurs événements virtuels, plus vivants que juste des Zooms et tout. Le financement de la mission nous donne cette agilité-là. Donc, ça vient réappuyer quand je vous disais, mettez-vous pas dans des cadres où vous êtes pris à dire, ben moi, c'est 28 000 de vie associative, puis 32 000 de rehaussement de mission de salaire. On ne le sait pas. Vers quoi, qu'est-ce qu'on va vivre l'année prochaine. Fait que laissez-vous de la marge de manœuvre. Fait que restez général dans vos explications. Fait que comme ça, le CIS ne vous appellera pas le jour en disant hey, tu avais dit 28 000, ta vie associative, ça ressemblait-tu à ça? Ils n'ont pas à aller jusque-là. D'autres questions par rapport à la justification en 3.2? Gênez-vous pas. En fait, une précision, Hugo, est-ce que ça ne veut pas servir aussi à l'inverse sur la justification? Tu sais, je veux dire, moi, de toute façon, c'est la même feuille. D'année en année? D'année en année, en fait, là, parce que les besoins ne sont pas comblés d'une année à l'autre. Fait que ça reste les mêmes dans certaines. Mais moi, je pense surtout, puis ça ne touche pas l'ensemble des groupes, là, mais tu sais, nous, on a du bingo. Fait que c'est une source de financement, puis on n'a longtemps pas reçu, en fait, de PSOC parce qu'on avait un bingo. Ce qui fait qu'en le chiffrant, puis les revendications qu'on fait, ben il est toujours fixé là, en fait. Ça appartient au groupe, ce que je veux dire, ça peut être une façon ou une autre. Là, tout à fait. Puis il n'y a pas, comme je disais tantôt, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse dans le formulaire du PSOC. Fait que si vous dites, nous, là, ça nous aide, puis effectivement, je trouve que tu l'amènes bien. Avant, le bingo vous donnait un montant beaucoup plus grand, puis ça s'est amenuisé énormément d'année en année. Fait que vous, c'est une façon de dire, nous, là, oui, vous reconnaissiez le 6, je ne sais pas moi, 30 000 de bingo, là, qui n'existe plus aujourd'hui. Fait que ce 30 000-là, ben voici ce qu'il y a eu comme impact, nanana. Fait que c'est pour ça qu'on en a besoin. Ben effectivement. Mais tu sais, je te dirais, Emmanuel, ça justifie bien dans une partie, mais tu n'es pas obligé après ça de ventiler chaque ligne que tu mets dans ton tableau. Tu n'es pas obligé de le ventiler avec des coûts associés à côté. Tu sais, tu peux faire un bout économique en disant, ben oui, pour tel, on a besoin de ces montants-là. Ou des fois, l'expression de nouveaux besoins. Tu sais, comme organisme, des fois, on répond à des nouveaux besoins. Le CIS n'a jamais entendu parler de ça. Puis là, tu sais, je sais pas, moi, il y aurait quelque chose de miraculeux en déficience intellectuelle. Il y a une machine là, qui transforme le monde. Là. Puis vous dites, nous, ça nous prend cette machine-là. Puis cette machine-là, ben, elle coûte 50 000 à faire opérer. Ben oui, là, je l'écrirais parce que c'est de la nouvelle information. Puis vous comprenez que je dis n'importe quoi. Là, c'est un exemple vraiment bidon. Mais c'est juste pour expliquer. C'est dans ce sens-là, s'il y a vraiment quelque chose de nouveau que le CIS n'est pas habitué que vous alliez là, bien, des fois, la justification financière vient appuyer. Fait que c'est ça, mais à ce moment-là, on ne justifie pas chaque ligne de ce qu'on a écrit dans le tableau. Okay. Merci. D'autres questions? Ça va?
Ensuite de ça, dans votre formulaire, le point 4, la résolution, bien là, ça vous prend votre résolution officielle de conseil d'administration, qui a proposé, qui a appuyé, la date du conseil d'administration, le rehaussement demandé, puis évidemment, bien, il faut que vous écriviez le même montant à 3,1, puis là. Et après ça, vous avez signé ça dans quelle ville, la date et nom de la personne, la signature. Ça nous a été posé comme question, est-ce qu'on peut mettre une signature électronique? Oui, mais c'est sûr que ce n'est pas évident dans le sens que si vous n'avez pas les bons logiciels, bien, des fois, il faut utiliser d'autres méthodes pour réussir à mettre la signature électronique. Mais le 6 peut recevoir le formulaire avec une signature électronique. Il y a juste l'enjeu du fait que ce soit un formulaire Adobe. Fait qu'il y a juste ça là, qui est une petite difficulté. Puis, c'est important de dire aussi dans les signatures, vous le voyez, c'est président-secrétaire. Si ce n'est pas votre président-secrétaire qui a été choisi par le CA, puis que ça serait, mettons, vice-président-trésorier, ça se peut. La seule affaire, c'est que ce n'est pas la direction ou la coordination de l'organisme qui signe dans ces deux lignes-là. Il faut vraiment que ce soit les membres du conseil d'administration. Puis ensuite de ça, souvent, c'est la direction ou c'est les adjointes administratives ou c'est des coordinations qui ont rempli le formulaire, bien, ils l'écrivent en bas à la toute fin. Mais pour la résolution du CA, il faut vraiment que ce soit des membres de CA qui fassent la signature. Est-ce qu'il y a des questions pour le dernier bloc? Ça va. Est-ce qu'il y a des questions générales qu'on n'aurait pas eu le temps de poser et que vous voudriez poser dans... Hugo, oui, j'ai une question. Oui, Joanne? Si notre demande de rehaussement est à 0, est-ce qu'on doit quand même avoir... on a quand même eu une rencontre du CA, puis est-ce qu'on doit avoir... Une résolution? Oui, c'est ça, excuse. Oui. Les mots me manquent un matin. Oui? Oui, même si vous demandez 0, ça prend une résolution du conseil d'administration qui dit que vous demandez, bien, que d'abord, vous ne demandez pas de rehaussement. Par contre, c'est que le formulaire là, est une obligation pour maintenir le PSOC. C'est pour ça que même si vous ne demandez pas de rehaussement, vous prenez la résolution qui dit que vous ne demandez pas de rehaussement, puis vous envoyez votre formulaire au 6. Puis c'est ce qui va, dans le fond, vous rentrer dans la machine aussi pour avoir votre indexation annuelle au 1er avril, en tout cas pour la prochaine année. Parfait, Hugo. Merci beaucoup. Plaisir. Emmanuel? Il y avait Delphine avant, mais c'est juste un petit commentaire, en fait. Je le sais là, que pourtant la technologie, mais il ne donne pas d'accusé de réception quand on l'envoie par courriel. Non, c'est ça que je disais en début de rencontre. Moi, j'ai dû quitter 2 minutes. Là. Ah, OK. Tu as dû manquer exactement à ce moment-là. Probablement. Effectivement, il n'envoie pas d'accusé de réception. Fait que moi, ce que je vous recommande, là, dans votre outil de messagerie, cochez la partie qui demande, vous, votre accusé, que ça s'est bien rendu. OK. Fait comme ça, toi, tu vas le savoir, puis tu le gardes, ça. Fait que si après ça, il rappelle en disant hey, on l'a pas reçu. Non, regarde, j'ai mon accusé de réception de mon outil de messagerie. On le demande, hein? C'est sérieux, on le demande. C'est ça, c'est pour ça que je disais, j'imagine que le comité bipartite fait la demande là, dans cette. Tu pourras le renommer, que les membres. Là, on le nomme à chaque fois. Puis on l'a nommé justement, on le savait là, qu'on retournait dans cette demande-là. On le demande 2 fois par année. Pour la demande puis pour les rapports d'activité. Ça serait surtout, c'est eux qui nous ont demandé de l'envoyer électroniquement. Ce serait la moindre des choses de dire. Puis surtout, ils peuvent l'activer. C'est ça que je disais. Vous pouvez vous prendre un cours, là, Office, là, il le fait automatiquement. Mais je ne sais pas pourquoi. C'est moins agile. Eux, ils n'ont pas de financement à mission. Hein? Oui, c'est ça. Merci. Désolée pour ceux qui. Mais j'ai quitté 2 minutes. Pour ceux qui l'auraient comme omis, la répétition est un bon outil. Merci. Delphine? Moi, j'ai dû me connecter un petit peu tard parce que à 10h02, je me suis connectée. Donc, j'ai loupé le début. Désolée, Hugo. Moi, c'est la première fois que je remplis un formulaire PSOC. Je l'ai rempli hier avec mon président. Je voulais juste savoir, est-ce qu'il faut mettre d'autres documents à part le formulaire? En fait, si vous avez changé vos lettres patentes puis vos règlements généraux,
puis que vous ne l'avez pas envoyé au moment de la reddition de compte avec le rapport d'activité, c'est le bon moment de le faire. Mais si ça n'a pas changé, si vous avez les mêmes lettres patentes, les mêmes règlements généraux, qu'il n'y a pas de modification, à ce moment-là, ça prend juste le formulaire. Même si lors de mon dernier CA, il y a eu un remaniement du CA qui n'était pas en assemblée générale, mais les rôles ont changé, c'est correct quand même que le président ait changé. Oui, bien ça, dans le fond, j'ai envie de dire, il suffit juste de respecter vos règlements généraux là, de la manière que ça se fait. Mais à ce moment-là, dans votre formulaire, à la partie 3. La partie 2, la partie du conseil d'administration, dans le tableau où vous dites qui est quel rôle, bien, mettez-le en fonction de la réalité d'aujourd'hui. D'accord. Merci, Hugo. Ça me fait plaisir. Annie? Oui, dernière question, j'avais oublié tantôt. Votre feuille, là, feuille plancher, oui. Les indicateurs de taux que vous aviez pris, est-ce que vous avez pris des nouveaux taux de cette année, mettons, avec les augmentations de cette année? Parce que je n'ai pas comparé si c'était les mêmes chiffres que l'an passé. Non, nous, on les augmente tout le temps. Dans le fond, on indexe toujours les seuils planchers de 3,25 %, qui est comme l'indexation qu'on revendique. Mais pas plus que ça, dans le fond. Non, c'est ça. En ce moment, ils n'ont pas été changés. Puis, ce que je peux dire, c'est qu'il y a un travail qui se fait au national avec le Réseau québécois de l'action communautaire autonome. Là, on est en train de travailler des nouveaux seuils planchers nationaux pour l'ensemble du Québec. C'est pour ça qu'en ce moment, on est encore sur la même structure que les seuils planchers de 2013 qu'on indexe à chaque année. Mais pour la prochaine année, on va avoir des nouveaux seuils planchers. Puis, vous allez voir, là, ça va être... Regarde, je m'explique, là, ça ne peut pas ne pas changer en ce sens. Moi, j'avais déjà fait mes calculs par principe, puis par support quand ça la donne, évidemment. Puis, il y a toujours des petites questions comme ça. Moi, si je prends, mettons, juste mes prévisions salariales. Fait que là, c'est vraiment salaire travailleur. Les agences ne sont pas là, nos loyers, rien. Là. On n'a rien fait à part payer nos travailleuses. Votre seuil plancher, tout bien calculé avec le nombre de lits supplémentaires. Moi, mes prévisions salariales, il me reste 7 000 $ pour payer tout le reste. D'après moi, on ne paye même pas l'électricité. Ben, on paye pas l'électricité de nos 2 locaux, maintenant. C'est comme, en tout cas, pour ça, je disais, j'avais bien vu le 3,25, mais je me disais, il n'y a pas eu d'ajustement au taux des 2 dernières années qui ont fait un exponentiel. Non, pas encore, parce que c'est ça, on essaie de... Puis c'est un gros travail qu'on est en train de faire au Réseau québécois de l'action communautaire autonome, parce qu'il y a toujours l'enjeu, de réussir à avoir des seuils planchers, c'est qu'on ne veut pas avoir 15 ou 16 sortes de seuils planchers. On veut rester dans le général qui est comme la mission globale. Mais c'est ça, c'est des gros travaux, mais je te dirais, on arrive là, on est à la finale de ces gros travaux-là. Puis c'est la première fois qu'on va avoir des seuils planchers nationaux pour l'ensemble des secteurs, dans le sens que les seuils planchers vont être bons en santé et services sociaux, en éducation, en famille, en défense collective des droits pour tous les types d'organismes. Là, on va avoir des seuils planchers. Puis effectivement, ils sont pas mal plus élevés que ceux actuellement. OK, je vais les attendre avec impatience. Merci. En tout cas, ils vont être prêts pour notre prochain formulaire PSA. Quand on va faire le webinaire là, dans un an, là, ben, on va avoir les nouveaux. Je vais te dire, Annie, souviens-toi, lève-là les nouveaux. Là. Excellent. Merci. Plaisir. D'autres questions? Ça va. Donc, merci d'avoir été là ce matin. Je suis content d'avoir pu répondre à vos questions. J'espère que ça vous a aidé là, justement là, pour remplir votre formulaire. Je vous rappelle, n'oubliez pas, c'est vendredi prochain, la date limite, c'est super important. Puis, on vous l'a écrit par courriel, mais j'en profite. Je vous souhaite une belle année 2022. On se souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de solidarité, beaucoup de rehaussement de financement au prochain budget, puis de se revoir en personne. J'ai super hâte de vous revoir au club de golf, sentir que vous êtes dans la même salle que moi, même si je suis content de vous voir dans mon écran, j'ai super hâte de vous revoir en vrai, puis j'ai super hâte qu'on remange un buffet du club de golf avec les merveilleux desserts. Fait que c'est ce que je vous souhaite pour 2022. Fait que passez une belle fin de semaine. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, troquel@troquel.org, le numéro de téléphone, vous le connaissez aussi. À très bientôt. Merci. Bye.